Bienvenue sur ce débat de la mi-journée. Nous parlons encore de la présidentielle 2025 et aujourd'hui nous allons aborder le déroulement du scrutin et les détails importants pour les votants du 12 avril 2025. Et pour aborder ce point justement, je reçois sur ce plateau le docteur Pierre Claver Tchema Iwessa, enseignant du second degré général, docteur à l'université Omar Bongo et membre de la société civile. Bonjour à vous. Bonjour monsieur, bonjour le Gabon. Nous sommes invités cet après-midi pour, en réalité c'est le dernier acte. Demain, on va introduire le docteur justement qui est votre il est co-panéliste. Le docteur Eban est là. Vous êtes maître assistant CAMES en philosophie politique. Exactement. Bonjour à vous également. On revient à vous, docteur Tchema, vous disiez? Écoutez, nous sommes à la croisée des chemins. Demain, c'est le 12 avril 2025. C'est la date qui a été arrêtée par les institutions en place, à savoir le CETERI, l'élection présidentielle. Alors, cette élection comporte 8 candidats. Ce sont des Gabonais qui ont des projets. Ils sont passés à une émission, un candidat, un projet, et je crois qu'ils ont déroulé leur projet. Maintenant, il revient aux Gabonais en toute âme et conscience. J'espère que les Gabonais ont pris connaissance de tous les 8 projets de façon articulée, à savoir les différentes thématiques. Où est-ce que M. Oligui Nguema va amener le Gabon après la transition? Où est-ce que M. Bile Binze va amener le Gabon après la transition? Où est-ce que M. Iloko va amener le Gabon après la transition? Où est-ce que Ibinga va amener le Gabon après la transition? Où est-ce que Mme Zeramba va amener le Gabonais après la transition? Où est-ce que M. Ngoma, Dr Ngoma, va amener le Gabonais après la transition? En tout cas, ce sont des Gabonais. Et nous estimons que c'est la 7e élection présidentielle depuis les années 90, parce qu'on a eu 93, on a eu 98, on a eu 2005, on a eu 2013, 2009, on a eu 2016 2016 et 2023. 2016 et 2023. Là, nous sommes en 2025. Et nous espérons que cette fois-ci, nous n'allons plus repartir à la Cour constitutionnelle pour des contentieux. Nous espérons que tous ceux qui se sont manifestés à travers les meetings, à travers leurs réactions dans les réseaux sociaux, puissent se manifester pendant la phase finale, la phase de dénouement, à savoir le 12. Parce qu'on est habitué à ce comportement où les gens viennent dans les meetings et à la suite, on a un problème d'abstention, on a un problème de participation. Nous l'avons vu avec le candidat Ali Bongo en 2023. Les stades étaient archi-combles, en Zayon c'était archi-comble, à Port-Dentiste c'était archi-comble, à Makoko, à Mekambo c'était archi-comble. Et puis à la fin, on s'est retrouvé avec des contentieux. Avec des contentieux. Alors, on se demande, est-ce que ces gens-là qui vont dans les meetings, qui enflamment les palais de sport, sont véritablement inscrits? Est-ce qu'ils vont voter? C'est là justement. Est-ce qu'ils sont réellement inscrits? Puisque le thème de notre débat d'aujourd'hui, c'est le déroulement du vote. Donc là, on aborde directement ces personnes qui ont fait le pas d'aller s'inscrire sur la liste électorale et d'avoir certainement déjà en leur possession leur carte d'électeur. Pour les retardataires, ils pourront potentiellement les récupérer dans les bureaux de vote le jour du scrutin. Docteur Eban est là. Qu'est-ce qu'on doit retenir à ce dernier tournant? Qu'est-ce que les votants, ceux qui nous regardent maintenant, doivent retenir par rapport à la démarche qu'ils doivent faire pour choisir, pour aller justement voter pour la personne qu'ils ont choisi en termes de déroulement? Alors, déjà, je vous remercie d'abord pour cette invitation que vous avez renouvelée à l'égard de ma modeste personne. Et je voudrais encore vous dire mon grand plaisir d'être ici et de participer à cette émission pour faire usage public de la raison et donner au public le minimum de connaissances que nous pouvons mettre à sa disposition. Alors, nous parlons d'élections. Une élection, c'est toujours un processus, un mode de désignation des représentants et des élus. Et la particularité de cette élection, c'est qu'elle procède d'une situation de crise antérieure. Et cette situation de crise a donné lieu à la révolution que nous avons connue et au processus de transition qui a été enclenché et qui a donné lieu à la réforme constitutionnelle. La crise en question qui était liée justement à des frustrations. Voilà, des frustrations. Qu'on ne voudrait pas voir se répéter. Exactement. Donc, qui a donné lieu à la réforme constitutionnelle et au référendum qui s'est soldé par ce qu'on appelle le référendum positif, donc la victoire du oui, et à la fin, la convocation de cette élection. Donc l'élection, c'est toujours une occasion au cours de laquelle le peuple est convoqué à élire à nouveau des dirigeants politiques, à renouveler la classe politique et au besoin, si possible, à sanctionner les désidérata, les défauts de gouvernance qui ont été observables par le passé politique. Alors, dans cette élection, la particularité, c'est que
il n'y a pas véritablement de partis politiques engagés, des partis politiques à l'intérieur desquels on aurait peut-être eu droit à des activités du type des primaires, des caucus, hein, pour élire d'abord en interne le représentant du parti qui va être finalement le candidat du parti. La majorité sont des indépendants. Le peuple a donc à choisir. Mais le choix, pour venir à votre question, le choix ne doit pas se faire en matière électorale de manière hasardeuse. Le choix ne doit pas se porter seulement sur la personnalité physique des candidats. Le choix doit toujours reposer sur les projets de société. Un projet de société n'est rien d'autre qu'un programme politique sur la base duquel le candidat fait sa propre promotion et va auprès de la population pour demander à être élu. D'accord. Par rapport à ceux qui ne savent peut-être pas comment ça va se passer, on nous parlait auparavant du bulletin unique, après on a évolué vers l'enveloppe à coller. C'est, je pense, cette dernière option qui est retenue pour l'élection actuelle. Lorsqu'on est à l'intérieur du bureau de vote, lorsqu'on rentre, pour vous qui avez déjà voté à plusieurs reprises, est-ce qu'on ne pourrait pas rappeler les étapes? C'est-à-dire, on part de là, on arrive là, avant d'arriver à l'enveloppe à coller pour pouvoir mettre dans l'urne. Ça se passe comment? Bon, d'entrée de jeu, il y a d'abord, comme l'a souligné le collègue, un processus qui consiste à se faire enrôler et donc à se faire inscrire sur les listes électorales. Et deuxième étape, c'est de vérifier que son nom figure bel et bien sur le fichier électoral. Troisième étape, aller retirer sa carte. Quatrième étape, se diriger le jour de l'élection vers le centre de vote et repérer son nom dans le bureau du vote ciblé. Ensuite, procéder cette fois-ci aux démarches qui se font à l'intérieur du bureau de vote. Donc, aller vers les scrutateurs et puis s'annoncer avec à la clé des éléments qui nous permettent de nous faire identifier auprès des scrutateurs. Donc, une carte d'électeur, au besoin une carte d'identité. Et si on vote par procuration... On abordera le point du vote par procuration. Justement, docteur Tchema, le ministère de l'Intérieur a précisé l'utilisation justement de l'enveloppe à coller ici. Dans la publication sur leur site, on parle l'enveloppe à coller est obligatoire pour le vote, un compartiment blanc avec la mention vote, un compartiment noir avec la mention poubelle. Donc, est-ce qu'on est sûr que les Gabonais ne feront pas d'erreur lorsqu'ils vont être face à l'enveloppe en question, par exemple, annuler leur vote en mettant l'enveloppe blanche et l'enveloppe noire dans la même inscription et dans ce cas, annuler leur vote? Comment on peut s'assurer qu'ils aient compris réellement le processus? Alors, je rappelle que nous sommes un fichier électoral de 924 000 électeurs. On est évolution. Avec près de 50% le Grand Libreville. Hein. Et le Goué maritime est à 81 000 électeurs. Le Haut-Togo doit être dans les 71 000. Le Wollentem doit être à 45 000 ou 55 000. Le Goué Vindo est à 23 000 électeurs. D'accord. Alors, il faut le souligner, en 2009, on avait déjà... Parce que ça avait été une des revendications de l'opposition radicale, avec M. Mambounou en tête. C'est-à-dire que c'est une opportunité pour que les Gabonais ne puissent plus se justifier auprès de ceux à qui ils ont promis la voix, moyennant 5 000 francs, parce qu'il faut qu'on évite ce qu'on appelle marchandiser les votes. En effet. Marchandiser les votes doit cesser en 2025. C'est pourquoi on a d'un côté, c'est adossé et c'est juxtaposé. Vous avez un côté où on met les candidats que vous n'allez pas retenir, ils sont 8, donc vous retenez un seul candidat, les 7 autres vont à la poubelle, et les autres vont à le choix. Ça, c'est depuis 2009. En 2000... ça avait changé en 2023. En 2016, c'était le même scénario. C'était à couler. Donc le ministère de l'Intérieur ne fait que rappeler ce qui existait. D'accord. Maintenant, il faut que les différents leaders, les différents candidats aient procédé à ce genre de pratique, à leurs soi-disant électeurs, parce que beaucoup viennent pour manger et boire. Malheureusement. Ils vont là où il y a le plus offrant. Politique du ventre. Est-ce qu'ils ont eu ce moment? Bon, bien entendu, ils ont des associations. Beaucoup, je fais le point, ils sont à 700 associations. J'espère qu'ils ont fait ce travail-là. La pédagogie. La pédagogie, à la fois pour voter. Quand on rentre dans un bureau de vote, on a un président. On a 2 vice-présidents, côté majorité, côté opposition. Or, on est dans une nouvelle configuration. Je ne sais pas qui est opposant. Qui est majoritaire. Qui est majoritaire. M. Bilé, est-ce qu'il est opposant? M. Loko, est-ce qu'il est opposant? Bon, comment ils vont faire? Et ensuite, il y a 2 assesseurs. Donc, quand vous arrivez, le vice-président vous reçoit, on vous donne le bulletin, vous allez dans la petite cabane là, et puis à l'isoloir, et ensuite,
vous mettez votre choix. Et c'est bien fermé. Vous ne pouvez plus ramener, comme c'était le passé, les bulletins du PDG pour dire, moi j'ai voté contre le PDG, et voilà, donnez-moi l'argent. Ou bien j'ai voté pour le PDG. Pour prouver qu'on a voté pour tel candidat. Voilà le document de M. Baobam ou bien de Mamoudou ou bien d'Agonjo. Non. Vous les faites tout reste à l'intérieur. Mais maintenant, il faut qu'on le dise ici dans ce plateau. Il y a ce qu'on appelle les bus votants, les gens qui sont transportés là. Moi, je suis passé par la gare routière. Les bus vont à l'intérieur du pays. Les Américains disent « one vote, one man ». Le vote, il est personnel. Vous avez votre responsabilité devant l'histoire. Jusqu'à présent, les gens essayent de faire ça, selon vous? Mais écoutez, allez-y à la gare routière, allez-y au PK8, allez-y. Les gens sont en train de voyager. Je suivais à Gabon Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils sont inscrits en province? Mais ils sont inscrits en province. Ils vont d'eux-mêmes avec leurs propres moyens. Oui. Ils ne vont pas ensemble dans un même bus. Parce que là, c'est de la mécanisation, c'est de l'infantilisation. Il faut que les gens aient la responsabilité. Est-ce que ce n'est pas historique aussi? Depuis des années, les Gabonais votent comme ça. Mais rien n'a changé, monsieur. Ce sont Est-ce que c'est du fait du politicien ou alors c'est du fait des habitudes? C'est l'ambition de mesurer. On est dans les pourcentages. On veut montrer à la face du monde qu'on a été correctement élu, être correctement élu. Même avec 54%, on est correctement élu. D'accord. Parce qu'on est à la régulière. Okay. Parce qu'on ne fait pas les bœufs votants, la transhumance. Docteur Eban est là. On parle d'achat potentiel de voix. À l'époque, il y avait la possibilité de sortir du bureau avec les symboles des autres candidats qui prouvent qu'on a voté pour tel et pas pour un autre. On parle de personnes qui prennent des canters pour aller en province. Les habitudes, les fiefs électoraux ou des gens qui vivent à Libreville vont encore à Koulamoutou parce que c'est là-bas que leur fief se trouve. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces habitudes-là qui semblent bien sûr être un obstacle à l'évolution de ce processus électoral? Oui, ce que je peux dire d'entrée de jeu, c'est que ça pose le problème de la transhumance électorale. Mais il faut bien saisir les contours et le contenu du concept. Le fait d'un déplacement massif des populations de la capitale vers la province pour aller voter, ça peut être d'abord pour des raisons purement électorales. Et puis, ça peut se justifier par la volonté d'une mobilisation personnelle. On ne peut pas nécessairement imputer cela à la transhumance électorale. C'est quoi la transhumance électorale? C'est le fait d'une mobilisation des électeurs pour aller voter dans des circonscriptions électorales et des centres de vote auxquels ils ne sont pas culturellement, politiquement, électoralement affiliés. Je prends un exemple. Je suis inscrit dans un centre de vote à Libreville et puis je décide d'aller voter par exemple dans une localité de la province, dans un bureau de vote là-bas, alors que je n'ai aucune attache, aucun lien, je ne suis pas inscrit là-bas, mais je vais quand même voter là-bas parce qu'il y a un candidat qui m'a saisi parmi tant d'autres citoyens pour nous amener, pour aller voter, pour faire le nombre et permettre qu'il soit élu. Cette transhumance, on la comprend bien, mais il y a d'autres cas de personnes qui sont à Libreville. Prenons mon cas, moi je suis à Libreville, je travaille à Libreville, je vis à Libreville, mais je n'ai actuellement aucune activité en province. Chez moi, je suis de Okonja, mais subitement, je décide de tout quitter à Libreville, d'aller voter à Okonja pendant que je n'ai pas d'attache, on va dire, je n'ai pas d'activité directe là-bas, toujours à cause des fiefs électoraux, toujours parce qu'il y a des doyens, etc. On sait, c'est du déjà fait, on ne peut pas changer ça maintenant, mais on veut bien sûr interpeller les consciences pour montrer que ce n'est pas forcément la façon de procéder. Est-ce que c'est une forme de transhumance ou alors c'est autre chose? Non, ça ne peut pas être une forme de transhumance. Je pense qu'il faut remonter à la procédure telle qu'elle a été initiée en amont. D'accord. Ce qui a été engagé, c'est un processus qui a été accordé à tout citoyen de pouvoir opérer le basculement. Et dès lors que tu vis régulièrement à Libreville avec toutes tes activités ici et que tu as opéré le basculement, c'est-à-dire que tu t'es inscrit mais avec la possibilité d'aller voter en province hors de Libreville, ça justifie nécessairement qu'en période électorale comme à pareil moment, la mobilisation, on y aille. D'accord, docteur Tchema. Moi, je fais une étude affinée. Libreville, c'est 50% de l'électorat. Le Wellington, c'est près de 55 000 électeurs. Ces 55 000 électeurs-là, nous sommes dans le cadre ou le cas de la présidentielle. Est-il utile que les gens partent de Libreville pour aller voter à Bitam, à Minzik, à l'élection présidentielle? Parce que ça ne change rien dans le fond. Rester à Libreville. On peut le comprendre dans l'élection législative ou locale. Ça peut expliquer. Mais allez-y voir des gens qui sont à Libreville pendant 11 mois, mais comme il y a l'élection présidentielle, ils trouvent le moyen habile d'aller à l'intérieur du pays.
Et il y a 55 000 personnes là-bas, par exemple. À Mékambo aussi, ils sont 10 000. Ils sont 10 000 qui vivent au quotidien là. Mais quand vous partez de Libreville pour Mékambo, on est maintenant à 20 000. Messieurs, vos intérêts ne sont pas à Mékambo, vos intérêts sont à Libreville. Vos intérêts ne peuvent être à Mékambo que si vous êtes candidat à l'élection législative ou à l'élection locale. Or là, c'est voulu, c'est entretenu. On le voit à la télévision, quelqu'un qui dit « Bon, il y a des gens qui veulent aller voter à l'intérieur, il faut que je trouve les moyens pour qu'on puisse les faire voyager. » Ça, là, ça ne peut plus prospérer. Ça, c'est de un. De deux, on a vu quand même, et c'est scandaleux dans les réseaux sociaux, on a vu des membres du gouvernement distribuer de l'argent. Mais ces images-là vont à l'international, messieurs. Des membres du gouvernement, des membres d'une institution, distribuer de l'argent comme ça. Mais quelle démocratie voulons-nous donner à ce Gabon? Quelle est l'image que nous renvoyons? Même à nos enfants qui vont à l'école. Vous parlez de la vidéo qui a surgi sur les RS. C'est une vidéo et c'est légion, ça. Lui encore, il a eu peut-être la malchance parce qu'il y avait quelqu'un qui était peut-être infiltré ou bien quelqu'un qui dit, mais attendez, on nous a dit que nous étions la démocratie. La démocratie, c'est les valeurs, monsieur. Les valeurs d'éthique morale. Or, quand ça fonctionne comme ça, on a l'impression que... Donc, on appelle à la conscience. Mais où est le procureur de la République? Où est la Cour des comptes? On devrait avoir dans ce pays ce qu'on appelle le parquet financier. Monsieur, vous avez eu cet argent-là pour le distribuer comment? On devait avoir dans ce pays... Rappelons qu'officiellement, toutes les structures ont... une haute autorité de la transparence. Ont potentiellement un budget de campagne et donc peuvent avoir les moyens justement d'agir sur le terrain. La Cour de compte nous demande aujourd'hui de faire les comptes. Est-ce qu'elle va faire les comptes de monsieur... C'est après les comptes. On verra après l'élection. Ou bien elle va faire les comptes de monsieur Après l'élection, on verra ce qui se fera. Docteur Eban est là. Vous avez abordé tout à l'heure le vote par procuration. Beaucoup de gens utilisent de plus en plus cette méthode afin de pouvoir procéder au vote. Il s'agit de quoi exactement? Et qu'est-ce qu'on doit retenir dans ce domaine? Alors, le vote par procuration consiste pour deux citoyens électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales à procéder à ce qu'on appelle l'échange des pièces entre le mandant et le mandataire. Le mandant, c'est par exemple un citoyen qui vit régulièrement à Libreville, qui est inscrit sur la liste électorale, mais dans un bureau de vote qui se trouve en province et dans lequel il ne peut pas se rendre pour, par exemple, des raisons professionnelles ou des raisons sanitaires. Quoi qu'il en soit, il y a un empêchement qui fait qu'il ne puisse pas se rendre là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il procède par la procuration de vote. Donc, il va au ministère de l'Intérieur, on peut lui délivrer un document là-bas, mais dans la mesure du vote actuel, par exemple, la démarche consiste à aller vers les mairies, à rédiger une procuration avec un contenu qui est bien indiqué. Exactement. Et à faire légaliser la procuration à la mairie et puis prendre cette procuration légalisée avec la copie de la pièce d'identité, mettre dans un pli et envoyer au mandataire qui ira au bureau de vote avec ces deux documents. Est-ce que c'est obligatoire qu'il soit lui-même aussi inscrit sur la liste électorale? C'est obligatoire qu'il soit d'abord présent sur le lieu, qu'il soit inscrit sur la liste électorale et au besoin qu'il soit inscrit dans le même bureau de vote ou dans le même centre de vote, surtout dans le même centre de vote. Donc il va avec ces documents, il arrive devant les scrutateurs, il les présente et il se fait enregistrer. Il y a un document qu'on lui donne là-bas et il procède à l'enregistrement et il vote en lieu et place de celui qui l'a demandé. D'accord, maintenant, on vous a écouté. Quels sont les risques justement que l'on procède avec ce même système aussi à une forme de corruption, à une forme d'achat des voix? Parce que je vous écoute, il est possible, donc moi, politicien véreux, que je puisse décider que, bon, allez, on va prendre 1000 personnes et on va tous déclarer qu'ils ont des procurations et on va tous voter pour la même personne. Est-ce qu'il y a dans le système une possibilité de s'assurer qu'il n'y ait pas forcément d'échange, on va dire? Ce qui est requis en démocratie, c'est la transparence électorale. Donc là, on se remet à la conscience du votant. On s'en remet à la conscience du votant. Je dois t'admettre qu'à un certain niveau, la subjectivité intervient. Oui, oui. Et ce n'est pas possible de pouvoir tout contrôler. Par contre, les questions de monétisation du vote, moi, je ne peux pas prendre le risque de me prononcer là-dessus parce qu'il me faut un support, il me faut des éléments de preuve. Il faut des preuves. Voilà. D'accord. Docteur Tchema. Alors moi, je voulais, par rapport à la question des procurations, il faut qu'on soit conséquent, monsieur. Quand vous organisez le bac, vous tombez malade, on vous amène par exemple à Jean Ebori, on vous amène les copies là-bas, avec un membre du secrétariat ou un surveillant. Moi, de ce plateau, j'appelle le ministre de l'Intérieur à réfléchir pour l'élection législative. Parce que cette histoire de procuration-là,
On ne peut pas se retrouver avec 200 procurations pour un bureau, ou bien pour une même personne, ou plusieurs procurations pour une même personne. Non, ils sont malades, oui. Ils sont à l'hôpital général, oui. C'est pas possible pour une même personne. personne. Vous êtes au 3e arrondissement. C'est une procuration par personne. C'est justifié qu'il est malade. On dit à un membre du bureau d'aller prendre son résultat à l'hôpital là où il est. Parce que c'est un prétexte fallacieux. Vous dites qu'il faudrait qu'on puisse justifier les disponibilités. Oui, il faut qu'on justifie ça. Il dit qu'il est malade. Il est malade. Vous vous rendez compte que s'il y a 1000, 2000 personnes sur les 900 000, oui. c'est tout un travail. Il faut trouver un mécanisme parce qu'à la fin, à l'analyse, on se rend compte que c'est un moyen habile pour certains. Mais vous vous rendez compte qu'aux États-Unis, on vote même par mail désormais. Quand ils sentent que vous êtes réticents, on vote même par Internet. Donnez votre carte d'électeur. Et on donne à qui le droit dans ce bureau pour pouvoir voter à votre place. Ça, c'est légion et c'est connu. Dans les villages, c'est même pire. Parce que l'établissement, les intellectuels qui sont ici, les directeurs généraux, quand ils vont à l'intérieur du pays, mais dans votre maison, quelqu'un peut dire « moi je vote pour Oligui », l'autre peut dire « je vote pour Bilé Binzé ». Mais si vous êtes directeur général, vous estimez que vous êtes avec Bilé Binzé, mais vous allez demander à la maison de voter pour Bilé Binzé. Non, il faut que les gens votent d'eux-mêmes. Pas parce que vous êtes directeur général. Ce niveau de maturité, là, mais la maturité, vous pensez qu'on l'a déjà atteint? Qui entretient ça? Ce sont les hommes politiques. La preuve, les politiques ne sont pas candidats. C'est la société civile, c'est les indépendants. Même si M. Oligui nous dit qu'il est indépendant, c'est vrai qu'il a été adoubé par le PDG, adoubé par Chambrier, adoubé par les partis politiques, dont on se pose la question pourquoi ces partis politiques? Parce que l'élection présidentielle, ce n'est pas une affaire des indépendants dans toutes les démocraties. Ce sont les partis politiques qui portent des messages, qui portent des projets et qui sont lisibles et lisibles. Ce ne sont pas des indépendants. Aujourd'hui, par exemple, les indépendants n'ont pas droit au franc électoral. Et la Cour de compte nous dit qu'il faut justifier. Mais c'est une incongruité. Comment voulez-vous demander à un indépendant? Or, la loi dit ce sont les partis politiques. Vous parlez beaucoup de la Cour des comptes. Vous pensez que son rôle est... Il faut qu'il y ait un parquet financier dans ce pays. Il faut qu'il y ait la haute autorité de la transparence. D'accord, mais là, on est après l'élection. Pour revenir au vote, docteur Eban est là pour revenir au vote. Le ministère de l'Intérieur a précisé qu'il est strictement interdit d'accéder au bureau de vote avec un signe distinctif d'emporter des bulletins non choisis, justement comme ça a été dit, et de marquer sur des bulletins de vote ou encore d'entrer dans la salle de vote avec une arme. Est-ce que ce sont des habitudes qu'on a déjà vues ici au Gabon? C'est possible, mais je ne peux pas me prononcer là-dessus avec certitude. Il faut des preuves scientifiques. On peut rappeler néanmoins le modus operandi, comment on est censé procéder. Voilà. Justement, c'est cela l'essentiel à dire, c'est-à-dire que ça pose le problème de ce qu'on appelle le vote blanc, le vote nul, bulletin blanc, bulletin nul, et pas tellement l'abstention. Peut-être qu'on aura le moment d'aborder cette question. Le bulletin blanc, c'est justement ce bulletin complètement vierge, complètement vide, et qui a pratiquement le même format que le bulletin officiel et que l'électeur se fait le plaisir d'introduire dans l'urne. Par contre, le bulletin nul, c'est justement celui auquel vous faites allusion. C'est le bulletin qui est soit déchiré, c'est-à-dire que le candidat prend le bulletin de celui qu'il vote et il le déchire. C'est un bulletin raturé, c'est un bulletin dans lequel il a fait des annotations et il l'a introduit comme tel dans l'urne. C'est un type de bulletin qui ne compte pas dans le suffrage exprimé. Est-ce que c'est souvent exprès ou c'est parfois des erreurs que une vieille maman qui ne connaît pas peut faire une erreur dans les Oui, ça peut être mis au compte d'une erreur, d'une maladresse quelconque lorsque c'est fait par une personne d'un certain âge. Mais quand c'est un jeune qui le fait, parfois ils le font à dessein. D'accord, docteur. Alors moi, je voulais aussi par rapport à cette question... On est arrivé au terme de l'émission. Me poser un certain nombre de questions. Nous avons des bureaux de vote qui sont configurés sur la base des vice-présidents, majorité opposition, président, assesseur opposition, assesseur machin. Bon, ils sont tous indépendants. Comment ça va fonctionner? Ça, c'est le 1. De 2, j'ai eu vent, hier, je crois, on nous a dit qu'il y avait 3450 bureaux de vote. N'oubliez pas les observateurs internationaux qui sont aussi là. Écoutez, ils sont à Libreville, ils vont à Port-Gentil, ils sont dans les hôtels à 5 étoiles, etc. Ils ne vont pas aller à Malinga ou bien à Ekata. On en a reçu qui étaient justement en province, jusqu'à Koulamoutou. Donc, on a 3450 bureaux de vote. Et précisons d'abord qu'ils sont allés en province aussi. Est-ce que tous les candidats ont des représentants dans tous ces bureaux? D'accord. Ça, c'est une question centrale. Bon, je pense que M. Oligui, il a tous les moyens possibles, il pourra avoir tous les candidats, tous les représentants dans ces bureaux. Et ensuite, je pense qu'il faut le dire, nous n'avons pas besoin de ça. Il faut laisser l'électeur s'exprimer totalement. Parce qu'il est groupe de pression. Tout ce qu'il y a comme tapage actuellement montre que finalement, nous ne votons plus les projets,
Nous votons peut-être la communauté, nous votons parce qu'on nous a donné quelque chose, nous votons parce que nous avons le t-shirt, le polo, mais en réalité, 7 ans, quand M. Oligui va être aux appels, rappelons qu'il ne faut ou pas... bien M. Bilébi va être... Les Gabonais vont voter, on ne sait pas qui sera élu. Mais écoutez, rappelons que le choix est libre. Non, mais écoutez, on ne donne aucune orientation de vote ici, sur ce plateau. Je vous dis... Vous pensez qu'il sera élu, espérons qu'il sera concrétisé dans les urnes. On n'a pas besoin de se tromper, on connaît la configuration actuelle. D'accord, on va aller au mot de fin. Nous sommes arrivés au terme. Docteur Eban est là. Votre mot de fin? Je crois qu'on est arrivé pratiquement... Jour J-1. Jour J-1, au moment le plus décisif de cette transition. Les Gabonais sont invités à aller se prononcer demain dans les différents bureaux de vote respectifs. Il appartient à chacun d'exprimer sa citoyenneté librement. Le droit de vote est davantage un droit libre. D'accord. Docteur Tchèbo. Alors moi je dis à tous ceux qui sont au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, à Makoko, à Yetou, à Port-Gentil, à Tchatanga, au Carrefour de Jeunes, à Dibotimbel, à Oyem, à Bikondom, que nous sommes à la croisée des chemins. Nous ne voulons plus demain qu'on nous dise oh, on nous a trompés, on s'est trompé. Non, c'est vous-même qui décidez. C'est vous-même qui acceptez qu'on vous donne 10 000 le t-shirt. C'est vous-même qui allez décider dans l'illusoire que vraiment on ne l'isoloir. Nous ne voulons plus, parce qu'en 2023, on en a dit que les dés étaient pipés, l'élection était tronquée, M. Ali Bongo et son monde ont triché. Maintenant, M. Oligui, M. Bilebinze, M. Iloko et tous les autres candidats, faites en sorte, vous d'abord, et l'administration territoriale, à savoir M. Imongo, faites en sorte que ce soit une élection libre, transparente, mais aussi et surtout apaisée. D'accord. On va voter seul. Une élection apaisée. En effet, nous sommes arrivés au terme. Merci. Je rappelle que vous êtes le docteur Pierre Claver Tchema Iwessa. Vous êtes docteur, enseignant à l'Université Omar Bongo et membre de la société civile. Avec vous, un collègue aussi, docteur Eban. Et là, vous êtes maître assistant CAMES en philosophie politique. Le vote, c'est demain. Allez-y, nombreux aux urnes, que personne ne vous retienne. Votez librement et faites élire le nouveau président de la République. Restez connectés sur les antennes de Gabon 24. Au revoir.